Bonsoir à vous tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur votre chaîne New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour débuter, nous irons ce soir au Mali où les Pays-Bas ont décidé de se retirer de la mission de maintien de la paix de l'ONU. Nous en parlons avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les Pays-Bas ont annoncé vendredi leur retrait de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, la MINUSMA, à laquelle ils participent depuis 2014 pour intensifier leur contribution en Afghanistan. Les troupes néerlandaises font partie de la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays de l'Afrique de l'Ouest depuis 2014. Les Pays-Bas ont déployé jusqu'à 400 soldats. Mamadou Diouf, est-ce que déjà, au-delà de dire que le Pays-Bas va désormais contribuer à la mission en Afghanistan, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent cette décision? Il y a certainement d'autres raisons qui expliquent la décision, puisque que ce soit en Afghanistan ou bien au Mali, c'est les Nations Unies et dans le principe, c'est une lutte qui est menée contre des groupes terroristes. Donc, je ne vois pas quel est le critère qui permet de dire on sort au Mali et puis on va au niveau de l'Afghanistan. L'autre élément, on enlève, ils étaient déjà 400, aujourd'hui ils sont à 250, donc pratiquement la moitié était déjà partie. Ils veulent enlever ces 250 du Mali, mais ils parlent d'envoyer 60 en Afghanistan. Ce qui veut dire qu'il y a un quota qui est là, qui n'est pas parti en Afghanistan et qui a quitté le Mali. La question qu'on se pose, c'est que souvent dans ces pays, quand ils envoient leurs soldats, ces gens ne supportent pas la mort de leurs soldats. Et il faut se rappeler qu'en 2016, 2 de leurs soldats sont décédés, non pas dans les combats, mais dans la manipulation des mortiers. Et cela avait tellement suscité de réactions aux Pays-Bas que le ministre de la Défense a été obligé de démissionner. Et est-ce qu'il n'y a pas un lien avec cette affaire-là? L'autre élément, il y a une commission d'enquête qui avait été mise en place après cet accident. Et la commission a considéré que les soldats n'avaient pas été suffisamment armés quand on les a envoyés au Mali. Ce qui crée encore un autre problème. Est-ce que le vrai problème ne se trouve pas ici? Est-ce que ce n'est pas les populations elles-mêmes qui ne veulent plus que leurs soldats se retrouvent au Mali dans une guerre qu'ils considèrent peut-être comme n'étant pas leur guerre et ils ne veulent pas que leurs soldats tombent sur ce front? Et le fait également qu'ils ne soient pas assez armés, c'est-à-dire qu'ils soient à la limite, à la disposition de leurs adversaires pour subir des coups. Je me dis que c'est peut-être ici qu'il faut aller chercher la raison, mais l'envoi des 60 militaires en Afghanistan ne me semble pas être une raison suffisante. Donc ce n'est qu'un alibi finalement? Oui, une façon de dire non, nous ne partons pas des Nations Unies, nous sommes à tel autre endroit, donc nous continuons à contribuer à la lutte mondiale, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, contre le terrorisme. Mais que ce soit en Afghanistan ou au Mali, vous l'avez dit, c'est le terrorisme. Ça veut dire quoi? Qu'au-delà de tout ça, les Pays-Bas veulent se désengager de cette lutte contre le terrorisme? Bon, ils ne sont pas les seuls, puisque quand on regarde les revendications des attentats, on passe souvent sous silence tout ce discours que ces groupes terroristes tiennent quand ils revendiquent un attentat. Et il y a une constante dans la revendication des attentats. Ils considèrent comme cible tous les pays qui ont envoyé des soldats dans un des terrains où ils se trouvent, que ce soit le Mali, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, etc. Tous ces pays sont cités le plus souvent et considérés comme étant des cibles. Et on les voit même parfois lancer ce mot d'ordre terrible qui dit aux gens, mais prenez-vous-en à tous ceux qui sont ressortissants de ces pays, alors que ce n'est pas parce qu'ils sont ressortissants de ces pays qu'ils sont même d'accord avec la politique du pays en la matière. Donc il y a cet aspect qui est là, qui fait que parfois, le pays veut également préserver ses arrières. Le pays ne veut pas avoir des attentats chez lui, le pays ne veut pas avoir des attentats contre ses ressortissants. Parfois, dans le fait que les gens veuillent sortir de ces missions, il y a également cet aspect qui souvent n'est pas dit à haute voix. Ouais. Donc le problème qui se pose ici n'est pas un problème de mission africaine. Non, je ne crois pas que ce soit seulement un problème de mission africaine, puisque on a vu le Canada se retirer de la Syrie, on a vu d'autres pays se retirer au niveau d'autres terrains d'opération qui ne sont pas des théâtres d'opération africains. Donc ce n'est pas la première fois qu'on le voit au Maroc. On a vu également des Africains se retirer. On a parlé ici une fois du retrait des troupes gabonaises
au niveau de la République centrafricaine, pour dire que les Africains également sont en train de vouloir partir. Le Tchad a menacé à un certain moment de quitter le Mali. Ils avaient même regroupé à un certain moment leurs troupes qui ne faisaient plus les activités qu'ils faisaient au niveau de la MINUSMA, etc. Il y a des enjeux qui sont là. Quand les Nations Unies n'ont pas de troupes, parce que ça aussi, il faut qu'on le rappelle, il n'y a pas de troupes des Nations Unies qui sont stationnées quelque part. Quand les Nations Unies ont besoin de troupes, c'est les pays qui fournissent des hommes, et ce sont ces hommes qu'on met sous le drapeau des Nations Unies. Ce qui met les Nations Unies également dans une situation qui n'est pas très facile par rapport à ces soldats supposés être des soldats des Nations Unies, mais qui sont des soldats qui viennent d'un pays déterminé. Mais aujourd'hui, on voit quand même dans plusieurs pays européens, il y a la montée de l'extrême droite. Est-ce que les Pays-Bas ne sont pas gagnés aussi par ce discours-là des extrémistes? Mais bien sûr, ils sont gagnés par ce discours. L'Europe, de façon générale, est en train de vivre cette difficulté. On vient de le voir récemment avec l'Aquarius, ou même dans une situation humanitaire, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, des gens qu'on a pris qui risquaient d'être des naufragés, qui se retrouvent dans un navire qui n'est pas approprié pour recevoir plus de 600 personnes. Mais l'Italie a été dit un niet de façon catégorique. Niet qui a été dit par quelqu'un qui, pendant la campagne électorale, Salvini avait développé ce discours sans hésitation. Malte a fait la même chose. L'Espagne a ouvert sa porte, mais est-ce que l'Espagne va ouvrir sa porte encore avec le prochain navire? Parce que l'Espagne également n'échappe pas à cette montée aujourd'hui de ce nationalisme très fort au niveau de certains pays européens. Et dans ce nationalisme, il y a également le fait que ces gens font un peu du Trump, sans le dire. Occupons-nous de nos propres affaires et puis laissons-les régler leurs propres problèmes. Et beaucoup d'Européens sont sensibles à ce discours-là. En France, quand les attentats ont atteint un certain niveau, mais beaucoup de Français se sont levés pour dire pourquoi la France doit aller partout pour s'occuper de cette question-là. On n'a qu'à ramener les soldats français en France et les gens n'ont qu'à se débrouiller. Donc, c'est un discours qui est là, effectivement, qui pose problème par rapport à ce besoin d'une lutte mondiale par rapport au terrorisme. Si chaque État veut se cantonner sur sa réalité, comme je l'ai dit tantôt, les Nations Unies n'ont pas de soldats. Si les pays refusent d'envoyer des soldats, les Nations Unies ne pourront pas envoyer de missions de maintien de la paix dans un quelconque pays. Mais les Pays-Bas ne se retirent pas du Mali avec le sentiment du devoir accompli. Certainement pas, puisque quand on regarde les réactions des Maliens, ça inquiète, parce que ça va au-delà des Pays-Bas. Certains leur disent bon débarras, et ils leur disent même en partant, il faut partir avec tous les autres étrangers qui sont sur le sol malien. Ils font même un jeu de mots que je trouve dangereux. Ils parlent de MINUS-malheur au lieu de parler de MINUSMA. Ça veut dire que même au niveau du pays où on envoie ces soldats, les populations n'ont pas toujours compris quel est le rôle de ces soldats. C'est vrai qu'il y a un reproche qu'on fait aux Pays-Bas, puisqu'ils étaient dans la zone de Ménaka, là où se trouvent les Touaregs. Les Pays-Bas ont fait exactement ce que la France a fait. Ces gens se sont rapprochés des Touaregs qui dominent la zone et ont mis à l'écart l'armée malienne, tout comme la France l'avait fait. Et les populations maliennes se sont toujours plaintes de cette attitude où, quand les soldats étrangers viennent, les soldats maliens sont mis à la touche, et c'est les soldats étrangers qui sont sur le terrain. C'est juste récemment, avec la visite du Premier ministre Maïga, qu'on a commencé à faire des troupes mixtes avec des groupes d'autodéfense là-bas, plus les soldats maliens au niveau de ces zones. Et ça, depuis toujours, les Maliens n'ont jamais accepté qu'on dise à l'armée malienne, à l'intérieur du territoire malien, il y a une zone où il faut nous laisser faire, vous mettez-vous à l'écart. Quand les Pays-Bas ont dit qu'ils vont partir, les populations maliennes sont revenues également sur cet aspect. Ce qui suppose aujourd'hui que le départ des Pays-Bas, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt d'un malaise de la présence de ces troupes étrangères au Mali. Mais bien sûr, on a vu les gens manifester. Moi, quand j'étais à Bamako l'année passée, on a vu les gens manifester contre la présence française. On a vu les gens manifester contre la MINUSMA. Pendant que j'étais encore sur place, même les gens étaient en train d'aller rencontrer les populations pour faire un travail pédagogique d'explication pour que les gens comprennent pourquoi les troupes étrangères sont sur place. Ce qui veut dire qu'au niveau du Mali, comme au niveau de la RCA, comme on l'a vu au niveau du PK5, parfois les populations elles-mêmes n'ont pas bien compris la mission qui est là.
puisqu'on ne prend pas en compte les populations au moment où on déploie les missions, ce qui se comprend parce qu'au Mali, quand on déployait les forces françaises pour arrêter l'avancée des djihadistes, comme on les appelle, il n'y avait pas le temps pour aller discuter aux populations, pour leur expliquer quoi que ce soit. C'était une opération militaire qui ne pouvait pas attendre. Mais, comme le reconnaît le secrétaire général des Nations Unies adjoint, qui est chargé des opérations de maintien de la paix, il dit que partout où les opérations de maintien de la paix durent, ils finissent par avoir ces problèmes avec les populations. C'est le français Lacroix, Jean-Pierre Lacroix qui le dit, qui est chargé de ces opérations de maintien de la paix. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres retraits? J'espère que non. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que actuellement, quand les stratèges parlent, ils considèrent qu'il n'y a pas assez d'hommes au Mali, à cause de la taille du territoire. On considère qu'il n'y a pas assez de matériel. Alors que les soldats des Pays-Bas, même avant de partir en 2017, ils avaient déjà fait partir du matériel. 7 hélicoptères, donc 4 Apache et 3 de transport. Donc on est en train d'affaiblir cette force qui est là, qui doit faire face. Alors que si c'était suffisant, on n'aurait pas mis en place le G5 qui essaye d'amener 5000 soldats avec du matériel pour pouvoir régler simplement la question du Mali et éventuellement la question du Sahel par rapport à cette question du terrorisme. Donc vraiment, ce n'est pas, à mon avis, le bon moment, encore moins la bonne solution, si on veut résoudre ce problème qui est une menace pour l'ensemble de la sous-région. Cela suppose que pour le Mali, ce retrait est un coup dur? Bien sûr, c'est un coup dur parce que quand ces pays viennent, ils viennent souvent avec des gens qui sont beaucoup plus préparés que nos soldats africains. Ça fait partie des remarques de Jean-Pierre Lacroix quand il disait que de plus en plus, c'était un reproche carrément qu'il faisait aux pays européens. Les pays européens participent de moins en moins à ces opérations, autant en nombre d'hommes qu'en matériel. Et quand ils vont prendre des soldats au niveau des pays africains, souvent, les gens n'avaient pas été préparés à cela. Ça demande une autre préparation et il faut qu'eux-mêmes ils cherchent également du matériel adéquat pour mettre à la disposition, alors que quand les pays européens viennent, ils viennent déjà avec du matériel qui est à leur disposition, ils viennent avec des militaires qui sont souvent aguerris, qui ont une formation qui n'est pas discutable. Ils se plaignaient en demandant à ce qu'au contraire, que les pays européens participent davantage à ces missions des Nations Unies de façon générale. Alors, la question du terrorisme se pose quand même avec acuité dans un certain nombre de pays africains, notamment le Mali. Jusqu'à quand ces pays vont continuer à espérer du contingent étranger pour régler leurs propres problèmes? Je ne peux pas dire jusqu'à quand, mais j'ai peur qu'il faut encore beaucoup d'années. Beaucoup d'années, puisqu'on en avait déjà parlé ici. Dans nos pays, souvent, dans la formation militaire, il y a des choses qui manquent. Dans le matériel militaire, il y a des choses qui manquent. Et dans le matériel militaire, on en parlait ici, il y a souvent des cas de corruption au niveau des armées qui font que finalement, le matériel qu'il faut n'est pas à la disposition des armées. Le résultat, on l'a vu, des militaires du Nigeria ont replié devant Boko Haram. Des militaires du Mali ont également replié devant les soldats du Nord, aussi bien les Touaregs que les djihadistes. Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de matériel. Au Mali, à l'époque même, les femmes des militaires avaient marché pour dire aux gens, soit vous donnez des armes à nos maris, soit nous demandons à nos maris de retourner à la maison. Je crois que si on en est là, il faut qu'on fasse très attention à cette présence étrangère qui effectivement gêne une certaine fierté de l'Africain que nous sommes, mais nous ne sommes pas actuellement capables de faire face, parce que c'est ça que le terrain a montré. Il faut voir comment s'appuyer sur ces forces étrangères, mais en même temps préparer nos armées pour qu'elles puissent prendre la relève le plus tôt possible. Aujourd'hui, avec tous ces défis qui se posent au Mali, est-ce que l'armée malienne elle-même, qui, disons-le, est complètement reconstruite, on va le dire comme ça, est prête aujourd'hui? L'armée malienne n'est pas prête. On est déjà là, il y avait un scandale il n'y a pas longtemps, on les accusait d'avoir tué des gens, enterrés dans des fosses communes. On est là sur un autre scandale, on les accuse d'avoir tué 25 Peuls qu'ils ont enterrés dans des fosses communes. C'est-à-dire que ça devient compliqué parce que si l'armée du pays s'en prend à une partie du pays, dans un Mali où dans cette guerre, il y a cet aspect ethnique qui est en train de prendre place au niveau du Nord, l'armée risque de ne plus être la solution, mais l'armée va faire partie du problème. Et je crois que là, ça devient plus grave. Au lieu que l'armée résolve le problème, l'armée va compliquer davantage le problème parce que ce groupe ethnique, s'ils doivent se soulever
contre l'armée malienne, mais on se retrouve encore avec une autre faction qui pourrait ne pas être comme celle des terroristes, mais qui se présentera sous la forme d'une guerre contre le Mali. Et ceux qui vont faire la guerre contre le Mali sont des enfants du Mali qui feront la guerre contre les soldats du Mali, alors que les soldats du Mali ne parviennent déjà pas à résoudre un problème fondamental qui est là, avec la violence au nord du Mali et au centre du Mali. L'Afrique est quand même le continent qui bouffe la plus grande partie des missions des Nations Unies. Ça va continuer longtemps? Ça ne va pas continuer. Quand je disais l'interview de Jean-Pierre Lacroix, c'est là-bas que je l'attendais, mais il l'a dit. Les missions de paix en Afrique, ça dure, ça prend beaucoup de monde. Il y en a en RDC, il y en a en RCA, il y en a au Mali, il y en a au Soudan. Ben, finalement, il faut voir ce que ça fait comme nombre d'hommes, alors que dans certains pays, vous avez 15 000 personnes qui sont là. Et qui sont là depuis combien d'années? Combien ça coûte en termes de prise en charge de ces personnes, d'organisation, de matériel militaire qu'il faut mettre à leur disposition? Parfois, c'est ça qui crée des problèmes aux Nations Unies. En RCA, quand le secrétaire général Antonio Guterres est passé là-bas, il avait demandé à ce que des pays envoient encore des soldats. Mais jusqu'à présent, aucun pays ne s'est porté volontaire pour envoyer des soldats supplémentaires au niveau de la RCA. Ça veut dire que ça commence à être compliqué parce que la charge devient extrêmement lourde et parfois la mission se retrouve dans des problèmes qui font que les pays qui envoient les soldats hésitent avant d'envoyer leurs hommes sur ces théâtres d'opération. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et après on retrouve l'invité de ce soir.